Bonjour et bienvenue sur cette 4e vidéo concernant le logiciel Affinity Photo. Alors la dernière fois nous avions vu les outils de sélection et de quelle manière donc gérer également nos calques. Et bien aujourd'hui on va parler des calques de remplissage et des effets de calque. Alors donc j'ai une nouvelle composition, vous le voyez à l'écran. Alors le damier que vous voyez en arrière-plan signifie qu'on a de la transparence, il n'y a pas de remplissage de couleur. Et du coup je me trouve ici avec un élément que j'ai copié-collé, une sélection que j'ai copié-collé sur cette nouvelle composition, ce qui me donne donc ce calque présent ici dans la palette calque. D'ailleurs je vais le renommer de cette manière-là. Alors si vous souhaitez remplir le fond de votre composition, c'est tout bête, vous avez accès à ce qu'on appelle des calques de remplissage. Alors les calques de remplissage ils vont vous permettre de remplir soit à l'aide d'une couleur unie, soit à l'aide de dégradés de couleurs avec différents types de dégradés possibles, ou alors avec une texture, une image, qu'on va pouvoir faire se répéter pour couvrir toute la zone du document. Alors où est-ce que vous trouvez ces calques de remplissage? Dans le menu calque ici, et nouveau calque de remplissage. Donc vous voyez que là, je me retrouve avec un calque de remplissage qui est blanc, et bien entendu on va éditer ça pour avoir ce qu'on souhaite obtenir. Alors vous voyez en haut ici, on est sur un type uni, c'est-à-dire couleur unie en remplissage, avec à côté le choix de la couleur de remplissage. Donc un simple clic ici, et ça me permet tout simplement d'aller chercher une autre teinte. Si vous voulez à ce moment-là un dégradé en remplissage, vous allez changer le type, et là vous avez les différents types de dégradés possibles, linéaire, elliptique, radial et conique. Donc si vous choisissez linéaire, et que vous maintenez le clic avec votre souris sur le plan de travail, vous pouvez tracer votre dégradé avec l'orientation voulue et l'étalement entre guillemets voulu. Et pour redéfinir les couleurs du dégradé, c'est comme pour la couleur unie, vous allez sur la case en haut ici présente, vous retrouvez les deux étapes de votre dégradé. Donc là si je clique sur la première étape, je peux au niveau de la partie couleur redéfinir sa couleur. Effectivement j'ai maintenant un dégradé de ce type là, idem pour la deuxième couleur, vous cliquez dessus et vous pouvez redéfinir la teinte de la deuxième couleur. Et si vous voulez rajouter des étapes dans votre dégradé, vous cliquez ici sur la ligne qui relie ces deux premiers points de couleur et ça vous rajoute une nouvelle étape de couleur que vous pouvez également redéfinir en termes de teinte, et ça à l'infini. Vous pouvez rajouter autant de points que nécessaire, et si vous voulez les retirer, tout simplement vous les glissez vers le bas, ou alors vous cliquez dessus, et vous avez ici le bouton supprimer, qui permet aussi de retirer ça. Et donc à tout moment, vous pouvez retracer votre dégradé avec l'orientation voulue. Donc ça c'est du linéaire. Si vous choisissez le mode elliptique, à ce moment-là, c'est le même principe, vous tracez votre dégradé, sauf que il se fait de manière circulaire, comme un dégradé radial. Et la différence de l'elliptique par rapport au radial, c'est que vous pouvez gérer avec ce point ici, justement la forme elliptique. Vous n'êtes pas tenu à être sur un cercle réellement. Vous pouvez être sur une ellipse. On va peut-être changer la deuxième étape de couleur. On va mettre du bleu pour que vous voyez bien qu'effectivement on va vers la couleur choisie. Vous avez ensuite donc le type radial, donc là pour le coup on est vraiment sur quelque chose qui est circulaire, on peut pas faire une ellipse à partir de ça. Donc on est sur du rond. Donc voilà pour les remplissages avec une couleur unie ou un dégradé de couleur. Et autrement, vous avez le type bitmap, et là c'est un remplissage qu'on appelle de motifs ou de texture, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller chercher une image, par exemple je vais aller chercher cette image là, alors c'est pas une réelle texture,
Et à ce moment-là, pareil, avec votre souris, vous allez maintenir le clic sur le plan de travail et tirer avec votre souris pour gérer, vous voyez, la répétition de ce motif, son orientation et sa déformation éventuellement. Alors si vous souhaitez avoir une image vraiment de type texture, à ce moment-là, je vous conseille de faire une recherche sur Google Images. Alors vous pouvez utiliser le terme de pattern, par exemple grass pattern. On va être sur une texture pelouse en fait. Et un pattern, en fait, une texture normalement est faite pour la répétition, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé voir le raccord au niveau des bords de la texture. Donc on va essayer par exemple avec peut-être pas celui-là, mais ce pattern là. On va ouvrir ça dans un nouvel onglet et enregistrer cette texture. Hop. Et du coup, on va repartir ici sur Bitmap pour aller chercher donc cette texture là. En fait, vous voyez que la répétition là se voit pas. Donc il va dupliquer plusieurs fois cette même image. Et vu qu'on est vraiment sur de la texture, les raccords au niveau du bord de l'image se voient pas. Donc on peut vraiment remplir la composition sans problème de cette manière-là. Donc voilà, vous voyez les calques de remplissage, donc dans calque et nouveau calque de remplissage. Alors forcément, là mon calque de remplissage, je l'ai créé en dernier, donc il se met dans la palette des calques au-dessus des autres calques déjà présents. En l'occurrence là, au-dessus du calque du livre. Donc vous pouvez bien sûr le faire glisser en dessous, pour que les livres repassent au-dessus. Je précise aussi qu'à tout moment, si vous recliquez sur le calque de remplissage, vous pouvez le modifier et repasser sur un calque couleur ou un calque dégradé sans problème, et redéfinir aussi à ce moment-là l'orientation des dégradés, etc. etc. Non, c'est bien sûr tout à fait possible. On va maintenant parler des effets de calque. Alors les effets de calque dans Affinity Photo, vous allez voir, ils sont très proches de ce qu'on a sur Photoshop. Donc pour ceux qui sont habitués effectivement à la suite Adobe, il n'y aura pas trop de problématiques. Vous les trouvez en tout cas en bas de la palette calque par l'intermédiaire de ce petit bouton FX, effet de calque. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se positionner sur le calque sur lequel on souhaite appliquer les effets désirés. Alors vous allez voir, on a des effets d'ombre apportés, des effets de lueur interne, externe, des incrustations possibles de couleurs, de dégradés, les effets biseau et effets 3D, alors qui sont d'ailleurs très similaires. Donc on va essayer de passer ça en revue maintenant, et je vais aussi rajouter un troisième calque, donc ça sera une forme vectorielle, on verra ça un petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Parce que ça sera plus visible pour certains effets de faire ça sur ce genre de forme. Et du coup, on va lui mettre une couleur comme ça. Un peu plus clair, voilà. Bien. Donc voilà, important encore une fois de se positionner bien sur le calque sur lequel on souhaite appliquer ces effets. Donc là, je vais rester sur le calque du polygone. Je vais peut-être bouger le livre, hop. Et on clique sur FX. Donc voilà ce qu'on nous propose. Alors, premier effet qui est intéressant, c'est le flou gaussien. Donc ça va tout simplement flouter l'élément. Alors je vais peut-être le faire sur le livre, celui-là, pour le coup. Ce sera un peu plus visible. Donc si vous l'activez en cochant la petite case à cocher, et que vous cliquez bien dessus, à ce moment-là, vous avez les paramètres de l'effet dans la partie droite de cette fenêtre. Et pour le flou gaussien, le paramètre en question, c'est le rayon du flou, c'est-à-dire son étendue. Donc regardez, vous voyez, si j'active le flou, tout simplement on floute le calque. Donc pour certains éléments qui seraient en arrière-plan de composition, et pour simuler le fait qu'il n'y ait pas de focus dessus, un effet de flou gaussien peut être intéressant.
Alors sachant que vous pouvez aussi cumuler les effets, c'est-à-dire que là si je clique sur flou, je peux appliquer un flou, et je peux derrière aussi appliquer une ombre portée, une ombre externe. Donc les effets se cumulent, voilà, je le précise. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur cette forme-là, et on va tester donc l'effet d'ombre externe. Donc ombre externe ou ombre portée, on va le cocher, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous allez pouvoir simuler qu'une ombre est projetée par le calque sur l'arrière-plan. Donc vous pouvez gérer l'opacité de l'ombre, donc là par défaut elle est à 50%, c'est-à-dire elle est un petit peu transparente. Tout ça, ça peut se gérer, bien sûr, s'augmenter. Alors là pour le moment on la voit pas l'ombre pour une raison toute bête, c'est que le rayon de l'ombre, c'est-à-dire son étendue, est à 0 pixel. Donc c'est comme si l'ombre elle était tout simplement pas visible. Donc si j'active par contre le rayon, là vous commencez à voir l'ombre portée. Alors le remplissage utilisé aide pas trop à ça. À la limite ce que je vais faire, je vais revenir sur le calque de remplissage et je vais mettre une couleur unie. Ça sera, je vais mettre du blanc, tiens, voilà. Ça sera plus simple. Donc là, effectivement, vous voyez apparaître l'ombre portée. Alors si je veux la modifier d'ailleurs, cette ombre portée, je sais pas si vous voyez, mais vous avez un petit FX ici qui apparaît au niveau des calques sur lesquels on a appliqué des effets. Donc, il suffit de recliquer sur le FX ici présent du calque polygone pour réafficher la palette effet avec, vous voyez, les paramètres déjà présents, c'est-à-dire l'ombre portée ou ombre externe déjà cochée. Donc voilà, du coup on peut la bien visualiser, vous voyez ce que donne le rayon, une étendue plus ou moins importante de l'ombre tout simplement. Vous avez donc bien sûr l'opacité, on en a parlé tout à l'heure, pour rendre l'ombre plus ou moins transparente, plus ou moins visible. Vous avez ensuite le décalage. Alors le décalage il est dépendant de l'angle que vous avez ici. C'est-à-dire que là j'ai un angle de 315 degrés, donc quand je vais créer un décalage, vous allez voir que l'ombre va se décaler en suivant, vous voyez, ce trait ici qui symbolise les 315 degrés. Et donc si maintenant je fais varier l'angle, vous voyez que ça déplace tout simplement l'ombre. C'est comme si la source de lumière provenait de ce côté-là. Donc voilà, le décalage est directement rattaché à l'angle de projection de la lumière. Et donc le décalage peut être plus ou moins important par rapport à la forme. Alors on a ensuite l'intensité. Alors l'intensité c'est un peu le fait de durcir l'ombre, c'est-à-dire quelque part on a un rayon qui étale l'ombre et augmenter l'intensité fait que la diffusion sera moins importante, on aura quelque chose de plus net au niveau de l'ombre. Regardez, hop, si je mets une intensité au max, c'est limite comme si on faisait un contour en fait sur la forme. On n'a plus du tout de diffusion sur l'ombre. Et vous avez, pour terminer, la couleur, puisque vous pouvez bien sûr redéfinir la couleur de l'ombre portée. Donc voilà, quelque chose de très similaire à ce que on pourrait avoir sur Photoshop. Alors, vous avez aussi le mode de fusion de l'ombre, c'est-à-dire de quelle manière elle se fusionne en termes de couleurs avec les couleurs du calque du dessous, ou des calques du dessous. Donc de base, une ombre elle est en mode produit, mais on pourrait changer ces modes de fusion là. Alors les modes de fusion qu'on abordera sur une autre vidéo d'ailleurs. Donc voilà pour l'ombre externe. Et ce que vous pouvez faire au niveau externe, vous pouvez également le gérer en ombre, mais à l'intérieur de votre calque. Donc c'est ce qu'on appelle l'ombre interne. Donc si vous voulez l'appliquer, vous cochez cette case et vous réglez les paramètres concernés, qui sont les mêmes d'ailleurs que ceux de l'ombre externe, c'est-à-dire on retrouve la notion d'opacité, le rayon qui correspond tout simplement à la valeur de distance entre guillemets de l'ombre, d'étendue de l'ombre, le décalage qui permet de décaler l'ombre par rapport à l'objet et en fonction de l'angle défini à ce niveau-là, vous voyez. Donc je vais remettre le décalage à 0.
Et l'intensité qui donc va durcir tout simplement l'ombre. Voilà. Alors je vais les décocher pour pouvoir vous parler de la partie lueur externe et lueur interne. Et d'ailleurs je vais changer la couleur de remplissage pour que vous puissiez mieux voir cette notion de lueur. Donc la lueur externe, ça a quelque chose d'assez similaire avec l'ombre externe, sauf que c'est non pas quelque chose de foncé, mais quelque chose de clair qui se projette de base, dans un mode de fusion particulier qui est la superposition. Mais après, en termes de paramétrage, on a quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait avec l'ombre, c'est-à-dire on retrouve l'opacité de la lueur, on retrouve le rayon, c'est ça qui permet d'activer en réalité la visualisation de la lueur, l'intensité, qu'on retrouvait aussi sur l'ombre portée. Alors c'est vrai qu'on n'a pas par contre l'histoire du décalage et de l'angle, puisqu'ils estiment que la lueur, elle émane de l'objet, donc de tous les côtés de l'objet, tout simplement. Et après vous avez la couleur possible, le changement de couleur possible pour cette lueur. Et vous avez la même chose au niveau interne, c'est-à-dire à l'intérieur du calque, avec toujours le rayon, l'intensité et la couleur. Alors, petite subtilité, là vous voyez on est sur soit centre soit contour, là en l'occurrence on est sur contour, c'est-à-dire que la lueur part du contour, mais vous pouvez faire partir la lueur du centre du calque. Donc c'est un peu l'inverse en fait. Donc voilà pour les lueurs. Vous avez ensuite l'effet de contour, ça va tout simplement rajouter un contour au niveau de votre calque. Alors je vais peut-être le faire sur le livre à ce moment-là. Hop, on va changer le remplissage du fond. Donc je vais désactiver le flou et l'ombre, et je vais activer donc le contour. Alors le contour il est caractérisé par un rayon, c'est-à-dire sa taille, je vais mettre un rayon assez important, par son alignement, c'est-à-dire sa position par rapport au calque. Là vous voyez que le contour se met à l'extérieur, mais vous pouvez le mettre au centre, c'est-à-dire à cheval entre l'intérieur et l'extérieur du contenu du calque, ou carrément à l'intérieur. Donc le positionnement du coup de ce contour, sa couleur qui pour le moment est une couleur unie au niveau du style de remplissage, donc vous pouvez effectivement faire varier la couleur de ce contour. Alors l'opacité j'en ai pas parlé, mais vous pouvez changer effectivement l'opacité du contour, et donc pour le style de remplissage vous pouvez passer d'une couleur unie à un dégradé au niveau du contour. C'est-à-dire vous allez avoir un dégradé qui va se mettre en place au niveau du contour. Et vous pouvez du coup ici modifier les étapes de dégradé et les couleurs de dégradé. Voilà. Rajouter des étapes d'ailleurs si vous le souhaitez. Et ensuite vous avez vraiment dégradé. Alors c'est quoi la différence entre contour et dégradé? Donc contour, on a le dégradé partout au niveau du contour. Alors que dégradé, c'est comme si on avait un dégradé qui se faisait sur l'ensemble de la forme et qui apparaissait qu'au niveau du contour. C'est ça la différence entre les deux. Donc voilà pour la partie contour. Allez, je reviens sur le polygone. On va tester maintenant l'effet 3D. Alors l'effet 3D, vous allez voir, il est quasiment identique à l'effet biseau du dessous, sauf que vous pouvez gérer le matériel, au sens matériel 3D, avec la diffusion, la spécularité et la brillance de l'objet, ainsi que la gestion des lumières. Vous pouvez appliquer plusieurs sources lumineuses et définir d'où elles proviennent, ce qui n'est pas possible avec l'effet biseau.
Mais bon, le rendu, vous allez voir, est assez similaire. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le rayon de cet effet. Donc le rayon, c'est tout simplement l'étendue de l'effet, vous voyez, hop, plus ou moins étendu à l'intérieur du calque. Le atténué qui permet de flouter un peu plus l'effet, de l'atténuer visuellement. Bon. On a des bords qui sont moins durs, va-t-on dire. On a ensuite donc l'opacité effectivement de cet effet-là. Donc pour le rendre beaucoup plus atténué, d'ailleurs c'est pas la même notion d'atténué qu'ici, hein. Là on floute, alors que là on réduit la visibilité de l'effet. Alors vous avez ensuite le profil qui va vous permettre de changer allez, on va dire le type d'effet 3D qui s'applique. Hein. Donc vous pouvez d'ailleurs vous-même faire varier les points de courbe pour changer l'effet 3D en réalité. Alors en gros, on peut dire que quand le point est haut, c'est que sur la courbe, c'est que le point est haut sur l'effet 3D. Et à l'inverse, quand le point est bas sur la courbe, c'est que le point est bas sur l'effet 3D, hein, au niveau profondeur, tout simplement. Donc vous pouvez jouer avec ça à ce moment-là pour dire, ben là, j'ai un creux important, et je refais un point ici pour remettre un point plus haut, et le dernier point, je le mets tout à fait en bas pour que le centre soit à ce moment-là en profondeur. Donc il n'y a pas d'obligation, généralement les profils standards peuvent faire l'affaire. Donc ça c'est le profil effectivement de l'effet 3D. Vous avez ensuite les caractéristiques propres au matériel. Alors la diffusion du matériel, hein. Alors, vous voyez que si on réduit la diffusion, en gros c'est comme si l'objet n'émettait pas de lumière ou ne diffusait pas la lumière, hein, donc il faut en mettre un petit peu. L'aspect spéculaire, c'est les points, va-t-on dire, lumineux qui sont présents sur l'objet, qui vont être plus ou moins importants. Vous voyez, si je retire la spécularité, il n'y aura pas de zone lumineuse, de points lumineux, de brillance, va-t-on dire. Encore que la brillance, c'est encore autre chose sur la forme. Donc ça, c'est à vous de voir si vous en voulez un petit peu ou pas. Et puis justement, par rapport à cette spécularité, la brillance, est-ce que vous l'atténuez ou vous l'accentuez, cet effet de brillance. Et vous pouvez d'ailleurs aussi gérer la couleur de cet effet de brillance. Vous voyez, on pourra avoir une brillance bleue par exemple, ce qui est moins cohérent que du blanc très logiquement. Donc ça voilà, c'est plus lié au matériel. Et vous avez ensuite ambiante, c'est-à-dire la luminosité ambiante. Donc là qui est à 20%, vous pouvez l'augmenter, ça va augmenter la luminosité ambiante qui s'appliquera directement sur cet objet-là, ou la réduire. Forcément, si on réduit, même si on met à 0 la luminosité ambiante, on aura des ondes très très foncées sur l'objet 3D. Alors vous avez ensuite la source lumineuse, vous en avez une par défaut, vous pouvez gérer d'où provient la lumière, vous voyez, grâce à ce petit bouton et à cette petite ellipse. Vous pouvez gérer aussi sa couleur d'ailleurs, la couleur de la lumière. Et si vous voulez rajouter une source lumineuse, par exemple je vais mettre la première ici, tout simplement vous avez un petit bouton ici addition, donc du coup ici je passe à source lumineuse numéro 2, et cette source je peux la placer elle-même là où je souhaite, hop, grâce au sens ici. Et je peux passer de la source 1 à la source 2 grâce à cette liste déroulante pour pouvoir repositionner à tout moment mes deux sources lumineuses et les régler en termes de couleur également. Donc vous voyez, pas mal de paramétrage possible par rapport à cet effet de calque 3D. Hop, je le retire. Donc du coup, quand on va être sur biseau estampage, vous allez voir que on est sur quelque chose de très similaire, en tout cas si vous choisissez un type biseau interne. Donc là, on a quelque chose qui ressemble beaucoup
à ce qu'on avait sur l'effet 3D. Sauf que, vous voyez, en termes de réglage, on a accès au rayon, à l'atténuation, c'est-à-dire au fait de lisser un petit peu cet effet-là. Toujours le profil, hein. On va repartir sur le profil standard. Donc on verra plus l'aspect d'ailleurs atténué, hein, ce que ça génère, vous voyez, ça floute tout simplement le biseau. On retrouve le sens de la lumière, mais le truc c'est qu'on n'a qu'une seule source lumineuse à ce moment-là, et on n'a pas non plus les effets de diffusion, spécularité et brillance qu'on avait sur l'effet 3D. Alors par contre on peut toujours gérer la couleur de la lumière ici, hop, des zones lumineuses. Alors attention, le mode de fusion est important, puisque là en superposition ça donne pas grand chose. Peut-être qu'en normal ça sera plus visible, voilà. Et idem pour les tons foncés, pour les ombres, on peut également définir leur teinte. Donc voilà, ça ressemble beaucoup à l'effet 3D, sauf qu'on a un peu moins de paramétrage, mais c'est aussi et surtout parce que on va pouvoir si j'y arrive, hop, on va pouvoir définir autre chose qu'un biseau interne. On peut le mettre à l'extérieur, c'est un biseau externe à ce moment-là au calque. On peut également définir un estampage. Donc l'estampage, vous voyez que du coup, ça agit à la fois sur l'extérieur et l'intérieur du calque. Et vous avez ensuite l'estampage creux, appelé aussi estampage oreiller sur Photoshop, pour donner un effet d'embossage un peu, vous savez, quand on a un marquage qui se fait dans une matière, hein, avec une sorte de tampon. Donc voilà ce que ça simule. Donc voilà pour l'effet biseau estampage. Alors vous avez ensuite la notion de superposition de couleurs, appelée aussi incrustation de couleurs sur Photoshop. Donc qui permet de dire, je vais mettre sur les éléments de mon calque, je vais incruster une couleur. Alors on va le tester sur les livres. Superposition de couleurs. Donc par défaut la couleur est noire, vous pouvez bien sûr la changer. Hop. Alors les codes couleurs d'ailleurs, vous pouvez à tout moment les passer de RVB à hexadécimal, à CMJN. Si vous voulez utiliser les codes plutôt que les petites palettes que vous avez ici, hein, de sélection de couleurs. Vous pouvez bien sûr gérer l'opacité. Et vous pouvez gérer là aussi, comme pour les autres effets d'ailleurs, de quelle manière la couleur va se fusionner avec le calque en fait. Donc là on est en mode normal, ce qui veut dire que la couleur remplace réellement le visuel du livre, mais si on met par exemple en mode produit, vous voyez qu'à ce moment-là cette couleur se multiplie aux couleurs d'origine du calque, donc on retrouve par exemple ce qui était foncé du calque, ça réapparaît en multiplication en produit. Et les autres modes, alors on les passera en revue sur une autre vidéo, hein. Là, ce que vous pouvez faire en attendant, c'est juste tester les différents modes et voir ce qui vous semble le plus agréable à l'œil par rapport à ce que vous voulez obtenir, quoi. Le mode d'incrustation est pas mal, par exemple. Donc voilà, en tout cas, c'est de l'incrustation de couleurs. Vous pouvez aussi, donc je le désactive, faire de la superposition ou incrustation, du coup, de dégradé. Et à ce moment-là, c'est pas une couleur unie, mais c'est un dégradé de couleurs que vous pouvez incruster du coup dans le calque. Voilà. Vous retrouvez les modes de fusion, vous retrouvez le type de dégradé, hein, linéaire, elliptique, radial, conique. Alors conique, je pense que je vous en ai pas parlé, c'était aussi présent pour les remplissages dégradés, mais voilà ce que ça donne en fait, c'est les deux étapes de couleur qui bouclent de manière circulaire avec le centre au centre du calque. Voilà, et vous pouvez après gérer l'échelle du dégradé, hein. Le décalage du dégradé à l'intérieur du calque, et l'angle, bon, qui là aura pas d'incidence pour le coup. Mais voilà donc pour ce qui est de l'incrustation de dégradé.
Et si vous voulez incruster à l'intérieur du calque non pas une couleur unie et non pas un dégradé, mais peut-être une texture, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner, on va le faire par exemple avec le gazon, vous pouvez sélectionner le gazon, le copier et le coller sur votre composition, donc ça va vous donner un nouveau calque. Hop, bon, je vais volontairement l'agrandir. Et si vous voulez à ce moment-là qu'on ne voit non plus le livre, mais le gazon à la place du livre, mais en conservant donc la forme du calque des livres, il faut tout simplement que vous preniez le calque du gazon et que vous le fassiez glisser à l'intérieur du calque du livre, ici, à ce niveau-là. Et quand vous relâchez le clic, à ce moment-là, vous voyez qu'on a une sorte de groupe qui s'est créé. Et en fait, on a créé ce qu'on appelle un calque d'écrêtage, dans Photoshop en tout cas. C'est-à-dire que on a incrusté le calque du gazon à l'intérieur du calque du livre. Alors, il suffit après que je revienne ici à l'intérieur du groupe et que je supprime le calque du gazon, hop, pour qu'on retrouve le calque initial du livre. Donc voilà pour ce qui était de la gestion des effets de calque et des calques de remplissage dans Affinity Photo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle notion.